Bienvenue pour cette nouvelle session sur les performances en fait, de MySQL. Alors, le timing a été un petit peu serré. Il faut juste que mon environnement est bien prêt. Normalement, on est bien. OK. Hop. OK. Alors, donc là, l'idée, en fait, c'est de... OK, je vais le dire juste après. Alors, me présenter. Donc, bonjour à tous, ou rebonjour, désolé pour ceux qui étaient déjà là. Vous allez réécouter cette partie-là, mais je m'appelle Olivier Dazini, ça n'a pas changé. Je fais partie de l'écosystème MySQL, base de données open source depuis voilà, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça maintenant. J'ai été DBA, MySQL, consultant, architecte, formateur. J'ai également eu l'opportunité de coécrire 3 livres sur MySQL. Aujourd'hui, je suis architecte solution MySQL chez Oracle et je blogue de temps en temps, quand j'ai le temps en tout cas, sur MySQL, sur mon blog perso, dazini.net/blog/en pour la partie anglaise du blog et /fr pour la partie française donc du blog. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn, notamment, je suis assez actif également sur LinkedIn pour tout ce qui est veille MySQL, entre autres, ou éventuellement sur Twitter. Ok, alors au programme de cette petite heure, on va voir donc, une petite introduction rapide sur les problèmes, les sources des problèmes de base de données. Et puis après, on va voir, donc j'ai tenu à rendre cette session, on va dire, un petit, enfin, pas interactive, mais vivante, voilà, on va le dire comme ça, vivante, avec pas mal de démos. J'en ai prévu 8, alors c'est des mini-démos, mais j'en ai prévu 8. Je ne sais pas si toutes elles vont toutes tenir dans le temps imparti. On va essayer en tout cas. Et j'ai voulu également faire donc des démos dans différentes catégories de performance potentielle, de problèmes de performance potentielle. Donc, en termes de configuration, au niveau du schéma, en termes de requêtes, évidemment. Et puis MySQLite Web, on en a parlé juste avant, et voir concrètement ce que ça peut apporter, notamment en termes d'accélération de requêtes. Puis MySQL Shell également, on en a parlé juste avant, hein, dommage pour ceux qui n'étaient pas là, mais voir également ce que ça peut apporter. Alors, pas en termes de performance directement, mais en termes de performance, du coup, mais dans le chargement et la restauration des données. Donc voilà, ça c'est le programme qu'on a. J'adore cette pyramide, en fait, je la trouve super explicite, en fait. Hein. Donc, la plupart des problèmes qu'on rencontre, en général, vont venir alors, soit des requêtes, évidemment, des requêtes SQL, soit parce qu'il n'y a pas d'index, ou les index ne sont pas pertinents, ou voilà, il faut réécrire la requête, mettre de bons index. Et de toute façon, la façon dont je vais écrire les requêtes va dépendre de mon schéma, de la façon dont les termes ont été créés. Donc ça, c'est souvent un petit peu plus compliqué à corriger par la suite, mais l'idée là, c'est de prendre des bonnes habitudes, de bonnes pratiques pour, en amont, avoir un schéma le plus optimal possible. Alors la partie hardware, elle compte évidemment, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais elle compte évidemment. En général, c'est souvent la première chose qu'on va faire pour optimiser les performances. C'est ce qu'on appelle scalabilité par la carte bleue, en fait, tout simplement. Donc, avoir des caractéristiques machines plus importantes. C'est super facile à faire sur le cloud. Là, je vais prendre des caractéristiques machines. Je vais y arriver avec plus de mémoire, des disques plus rapides, etc. etc. Donc, c'est souvent efficace, il ne faut pas se le cacher. Par contre, ce n'est pas très efficient. Parce que ça ne règle pas le problème, ça ne le fait que repousser, même si d'un point de vue métier, d'un point de vue projet, c'est souvent ça suffit en fait. Hein. Voilà, je ne fais que repousser le problème. Et puis surtout, on est dans un mode plutôt de gaspillage de ressources en fait. Donc nous, on va se concentrer donc sur le haut de la pyramide. Alors, InnoDB veut faire cool. Donc,
un petit schéma d'architecture. Donc, le moteur principal de stockage principal dans MySQL, c'est InnoDB. Si aujourd'hui, votre application n'utilise pas InnoDB, ce n'est pas forcément bon signe. Si cette application est amenée à ne pas changer et à mourir dans les mois ou les années qui viennent, bon, pourquoi pas. Si c'est quelque chose qui est votre application principale qui est amenée à durer, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. En termes d'InnoDB, de façon générale, la base de données a plusieurs buts. Faire en sorte que les données qu'on lui confie soient sécurisées dans tous les sens du terme, qu'elle les rende de façon sécurisée, de façon cohérente, et puis qu'elle le fasse de façon performante, tant qu'à faire. Pour le faire de façon performante, un moyen, en fait, c'est de faire en sorte que le maximum de traitement se fasse en mémoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des notions de buffer, des notions de cache, etc. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie à gauche. Donc là, typiquement, pour InnoDB, on a ce qu'on appelle le buffer pool, qui va contenir les index et les données en fait de mes tables InnoDB que j'ai requêtées. Donc, il va contenir en fait les blocs. On appelle ça des blocs, mais bon, c'est juste un détail. Et l'idée, c'est que donc la première fois, les données sont sur le disque, je vais les lire. Donc, ça prend un certain coût. Et puis après, je les mets dans mon buffer. Et puis, idéalement, elles vont rester là tant que j'en ai besoin, en fait. Et du coup, là, les prochains accès, le coût de cet accès-là sera beaucoup moins cher parce qu'un accès mémoire est beaucoup moins cher qu'un accès disque. Okay, donc ça, c'est le principe général. L'idée, c'est que mon buffer il a une taille finie. Quand il est rempli, qu'est-ce qui se passe? Je vais flusher sur le disque, donc d'autres accès disques, les données qui ont été utilisées il y a le plus longtemps pour laisser de la place pour les nouvelles données, en fait. Donc, idéalement, il faudrait que mon working dataset, les données que j'utilise à un instant T, soient entièrement dans mon buffer. Et là, j'ai les meilleures performances. L'idée, c'est ça. Alors, pour InnoDB, donc, on a parlé du buffer pool. Et on a un paramètre qui est l'InnoDB buffer pool size. Donc ça, c'est souvent une des premières choses qu'il faut regarder, alors soit en amont, ou soit après, enfin, quand on a des problèmes de performance, voir s'il est bien sizé. Alors, comment on fait pour lui donner une bonne taille? Alors, la méthode générale, en fait, alors ça va se baser déjà sur la RAM disponible sur la machine, évidemment, je ne peux pas aller plus. Je peux pas aller plus loin. J'ai de la RAM sur une machine. Il faut que je laisse de la mémoire pour l'OS, évidemment, pour les autres process qui en ont besoin, qui travaillent sur cette machine-là. Il faut que je laisse de la mémoire également pour les autres process MySQL, parce qu'il n'y a pas que l'InnoDB buffer pool. Si en plus j'ai du MySAM, par exemple, donc j'ai l'équivalent de MySAM, j'ai d'autres caches et tout, etc. Et une fois que j'ai soustrait tout ça, je vais garder le minimum entre ce qui me reste et mon working dataset. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est si je n'ai pas un téra de données au maximum, ce n'est pas d'avoir un téra de buffer pool, en fait, parce que, à part des cas particuliers, je ne vais pas avoir besoin de manipuler toutes les données tout le temps, enfin, un instant T. Mais du coup, ce working dataset, comment on peut le définir? Alors, la façon la plus pratique, en fait, c'est de superviser, de monitorer le buffer pool, en fait, tout simplement en temps réel. Donc, en utilisant des MySQL Enterprise Monitor, il permet de le faire. Hein. On a ces informations-là disponibles dans Performance Schema. Et on peut le faire également manuellement. Hein. Donc là, j'ai piqué une requête à mon pote Frédéric, qui est Community Manager MySQL, expert mondialement reconnu. Et cette requête-là, en fait, on va l'utiliser en fait tout simplement pour superviser en temps réel en mode texte notre buffer pool. Dans la démo numéro 1. Alors, j'ai besoin de ligne de commande. Voilà. Si jamais ce n'est pas assez grand, envoyez-moi un message, dites-le moi s'il vous plaît, j'agrandirai encore. Normalement, ça devrait être bon. Alors, là, pour la première démo, on peut peut-être se connecter avant, c'est mieux. Donc là, je vais me connecter à serveur MySQL en utilisant MySQL Shell. Vous voyez, il y a de la couleur, donc ça peut que être bien. Je vais exécuter une requête. Cette requête-là, en fait, elle va me donner des informations sur une table. Voilà, cette table-là, en fait, j'ai en tant que j'ai à peu près 1 giga de données et j'ai 2 giga et demi d'index. Okay, donc elle fait 3 giga et demi à peu près en termes de taille. Bon, pourquoi pas.
ce que je vais faire, je vais mettre la taille de mon buffer pool, parce qu'on parle de buffer pool, à 1 giga. Donc, je mets une taille pas forcément très grande. Donc là, je mets la taille. Hop, et là, je récupère, je m'assure qu'on est bien, on est bon. On est bon. Je vais le faire, désolé. On va le faire tout de suite. Non, pardon. Hop, on va faire ça comme ça. On va faire ça. Je pense que ça marchera. On va essayer comme ça. Hop, je me connecte. Et dans MySQL Shell, en fait, voilà, alors, ça a été très rapide. Alors, je vais vous montrer quand même. Je vais utiliser une fonctionnalité de MySQL Shell qui est Watch. Donc, c'est l'équivalent du Watch qu'on a sur Linux, en fait. Et je vais lui dire, tu vas me jouer cette requête-là, toutes les demi-secondes. Et cette requête-là, en fait, c'est celle qu'on a vue dans le slide pour superviser mon buffer pool en temps réel, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'ai là. Donc là, il est à 84% de remplissage. Bon, pourquoi pas. C'est pas forcément bon signe, en fait. C'est-à-dire que je suis quand même, je suis quand même haut. Et là, je vais exécuter un outil que vous connaissez peut-être, qui fait le job, en fait, c'est MySQL Slab. L'idée, c'est d'exécuter quoi? D'exécuter cette requête-là, en fait, sur le serveur. Alors là, pour des raisons de temps, donc oui, c'est des petites démos, donc j'ai dû faire des compromis pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai mis, là, en l'occurrence, une itération, donc en gros, ça revient à jouer la requête, tout simplement, une seule fois, et concurrence une seule fois, enfin une seule session, et je vais juste récupérer le minimum. Ça me renvoie plusieurs informations, ça me renvoie le maximum, donc le temps d'exécution maximum, le temps d'exécution minimum, du coup, et la moyenne. La moyenne, donc là, avec une itération, les trois font le même nombre, évidemment. On passe ça sur ce que je suis en train de parler, avec le buffer pool, il est passé à 99%, enfin, donc là, il est rempli. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens sur les slides juste avant, celui-là, il va chercher des informations. Donc là, le buffer est rempli, en fait, il est sous-sizé, sous-taillé. Du coup, quand il est rempli, il faut que je retire des informations. Hop, donc je vais avoir des accès disques pour les écrire et lire de nouvelles informations sur le disque. Donc encore des accès disques pour les remettre dans le buffer, les traiter, etc., etc. Donc là, en fait, j'ai beaucoup d'accès disques en plus par rapport à un buffer qui serait suffisamment taillé. Donc là, la requête a duré 33 secondes. Je vais passer à un buffer pool un peu plus grand. Là, j'ai mis à 2 gigas. Et je refais exactement la même requête. Sauf que là, j'ai mis un petit peu plus d'itération. L'idée, en fait, c'est que quand on fait des benches dans la vraie vie, on essaie de faire des choses alors, déjà en relation avec l'application. Donc ça, on va dire que c'est ma requête applicative. C'est une petite application qui fait que cette requête-là, on va dire. Et puis, l'idée, c'est d'avoir avec suffisamment d'itération, j'ai une idée beaucoup plus précise du vrai temps, en fait. Je veux dire par là, c'est qu'avec une itération, il peut se passer quelque chose de bizarre à ce moment-là et ne pas avoir forcément quelque chose de pertinent comme ça. Donc, j'en ai mis un petit peu plus, mais pas pour que ça dure trop longtemps. Et là, on est passé de 33 secondes à 3 secondes. Okay, donc, c'est la même requête sur les mêmes données, etc. Sauf avec un buffer pool beaucoup plus grand. Et là, alors, je ne sais pas si vous avez regardé entre-temps, mais là, voilà, on était à 100% tout à l'heure, moyennant ce qu'il faut. Là, on est passé à quelque chose. Donc, il y a déjà beaucoup plus de place et du coup, on a un impact très, très net entre les deux configurations. Et le dernier test, en fait, donc si je reviens sur ça, on a vu qu'il y a 3 giga 4 de données au total dans cette table-là, mais cette requête-là, en fait, elle ne va pas taper sur les 3 giga 4 de toute façon. Mais admettons, je passe à 4 gigas. Okay, donc là, je suis sûr que si elle tapait sur elle touchait toutes les données, tout sera en mémoire au bout d'un moment. Donc là, vous avez vu, j'ai changé la taille de buffer pool, donc le pourcentage, il a diminué évidemment. Et l'idée, c'est de voir si, avec quelque chose de beaucoup plus grand, donc de trop grand en l'occurrence, est-ce que ça change quelque chose de façon significative. Bon, voilà. Donc là, j'ai c'est assez intéressant. Okay, donc là, c'est même plus long. Ce n'est pas forcément le résultat le plus logique qu'on pourrait avoir, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir quelque chose de surdimensionné ne va pas amener de performance supplémentaire. Okay,
Le fait que ce soit plus long, en l'occurrence, là, c'est plus un effet de bord, le bench n'étant pas suffisamment long. Mais voilà, je pense que vous avez l'idée. OK. Donc, c'est pas ça. Donc, ça, c'était pour le buffer pool, avoir une taille de buffer pool optimale. Comme je disais, le schéma, en fait, c'est vraiment la base, c'est vraiment les fondations, et toutes les requêtes que je vais créer vont dépendre en fait, de mon schéma. Il y a quelque chose à faire, notamment dans le cas de MySQL, pour finalement pour faire en sorte que je vais consommer le moins de données possible pour un même dataset. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la création, je peux faire en sorte que mes données consomment le moins de place possible, en fait. Hein. Et du coup, si pour revenir à cette histoire de buffer pool, plus c'est petit, plus je vais pouvoir en mettre là-dedans. Et plus j'en mets là-dedans, ben, moi j'ai besoin de RAM, moi j'ai besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand, tout simplement. Et de façon générale, plus j'ai de chances de minimiser les accès disques, en fait, tout simplement. C'est ça l'idée. Alors, comment ça se matérialise? Je vais prendre un exemple simple. J'ai une colonne âge, âge pour les humains. Donc, l'être humain qui a priori vécu le plus longtemps, enfin, de façon prouvée, c'est Jeanne Calment, 122 ans, je crois, et 164 jours, quelque chose comme ça. Donc, on peut imaginer que, voilà, si je mets avoir un begin, par exemple, ça n'a pas forcément de sens pour stocker de l'âge. Un begin, c'est moins, ça va de moins beaucoup à plus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va contenir donc mes 120 ans sans problème. Mais un int aussi. Un int, c'est moins 3 milliards à plus 3 milliards, quelque chose comme ça. Et ça va contenir également cette valeur-là. Par contre, ça va prendre moins de place. Et le tiny int, c'est de moins 128 à 127, si je ne dis pas de bêtises. Dans le cas présent, voilà, j'ai une petite marge un peu faible, mais ça pourrait avoir du sens. Et la grosse différence entre le big int et le tiny int, c'est que pour la même donnée, on va dire 42, là, je vais consommer 8 octets pour le big int, et sur le tiny int, je vais consommer seulement 1 octet. Donc, pour stocker la même valeur, je vais consommer 8 fois plus de place dans le big int qu'en tiny int. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'à la conception, en fonction de ce que je vais stocker, il faut regarder une petite marge, évidemment, mais partir sur quelque chose qui sera le plus économe possible. Pour le dire différemment, le tiny int, donc c'est de moins 128 à 127, mais sachant que je vais stocker un âge, par exemple, donc je n'aurai pas d'âge négatif, a priori, donc je peux dire, tu passes en non signé, et du coup, ça va de 0 à 255. Donc, si j'ai besoin de 200 valeurs, je vais passer au type supplémentaire qui, certes, va pouvoir prendre cette information-là, mais prendre plus de place également. Je peux garder le même nombre de places pris, donc là, un octet, et en doublant mon intervalle de validité dans le positif en le mettant non signé. Donc l'idée, en fait, c'est celle-là. Donc c'est vrai pour les types de données, c'est également vrai pour les index, évidemment, parce que les index sont sur ces types-là, et c'est notamment super, super important pour la clé primaire pour InnoDB. Parce que la clé primaire pour InnoDB, les données sont le terme m'échappe, sont ordonnées par rapport à la clé primaire pour InnoDB. Et en plus, la clé primaire d'InnoDB, elle est dans tous les index secondaires. Donc, plus la clé primaire est importante, plus mes index sont importants et plus ça va prendre de place. Et voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est une façon simple, en fait. Donc, plus j'aurai de volume de données important, plus ça aura de sens, en fait, de réduire au maximum. Alors, ma démo 2, je garde la même chose. En fait, j'ai deux tables. Donc, la première, on la connaît, hein, c'est celle qu'on a vue. Mais on va voir la structure de la table. Donc, la première, c'est ça, Booking Optimal. Donc, les deux tables contiennent exactement les mêmes champs, le même plan d'indexation. La seule différence, c'est que c'est le type. Donc là, mon Booking ID, par exemple, c'est du Big Int, alors que là, c'est du Int non signé. Là, mon Flight ID, c'est du Big Int également. Là, c'est du Medium Int, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Elles ont toutes les deux, évidemment, les mêmes données, le même nombre d'enregistrements. Il n'y a pas de trucage. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tester la performance, en fait, tout simplement. Donc, je vais reprendre ça. Hop. Je vais passer donc 1 giga de buffer pool. Et je vais faire ça. Donc, c'est le même MySQL Step de tout à l'heure. C'est la même
la même requête. Ce qui change, c'est la table. Mais comme on a vu, les tables sont identiques en termes de données. Par contre, elles ne sont pas identiques en termes de type de données. Okay, donc, tout à l'heure, on a testé ça, on a testé ce que j'ai montré là sur cette table-là. Et là, je la teste maintenant sur cette table-là. Donc, on va pouvoir comparer les résultats, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a une différence en termes de performance pour deux tables qui contiennent les mêmes données, mais avec une table qui a un type de données qui n'est pas optimal, en fait, par rapport à ce que je veux stocker. Et donc, ça tourne un peu. Voilà. Donc là, on a eu 25 secondes sur la table qui est optimale, on va dire, et sur celle qui n'était pas optimale, on était sur du 33 secondes. Donc, il y a vraiment une incidence, hein, et ça revient en fait à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que vu que c'est plus gros, ben, ça va remplir le buffer pool plus rapidement, et du coup, il va falloir vider pour laisser de la place pour les autres. Donc, des accès disques, plus d'accès disques, et pour la table non optimale, et du coup, un temps d'exécution qui est plus long, tout simplement. Et si on regarde en termes de taille, en fait, hein, si on compare, donc, encore une fois, les deux tables contiennent les mêmes données, hein, sauf que celle qui est optimale fait à peu près la moitié en termes de taille que celle qui n'est pas. Donc là, j'ai quoi? J'ai 10 millions de lignes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on imagine sur les grosses tables, les tables énormes, la différence, elle sera juste démente, en fait. Okay, donc, c'est super important. Alors, le problème, c'est qu'il faut y penser en amont. Il ne faut pas prendre trop juste non plus, parce que ce serait dommage d'être obligé de faire un alter table juste pour ajouter quelques informations, enfin, agrandir un peu l'espace, quoi, mais il faut y penser quand même lors de la conception de mon application. Alors, les requêtes, évidemment, le nerf de la guerre. Alors, c'est une science, hein, c'est un savoir de faire des requêtes qui fonctionnent. Heureusement, dans l'évolution de MySQL, l'optimiseur est devenu plus intelligent, donc il accepte plus les erreurs, on va dire. Mais il y a quand même des erreurs qui peuvent se payer très cher. Donc, le meilleur ami du développeur, c'est l'explain plan, tout simplement, pour pouvoir savoir comment l'optimiseur va optimiser la requête, en fait, comment il va se débrouiller pour exécuter la requête. Et comme vous le savez tous, a priori, quand je veux améliorer les performances d'une requête, il faut que je mette des index. Alors, mettre des index pertinents. Et quand je parle d'amélioration des performances, on pense surtout à des améliorations de performance en termes de lecture. Donc, pour tout ce qui est select, a priori, des index pertinents vont aider, voire de façon très, très, très significative, notamment plus la taille de la table sera grande. Par contre, pour les écritures, ce n'est pas forcément aussi évident. Pour tout ce qui est insert, par exemple, avoir plus d'index, ça aura un impact, parce qu'il faut mettre à jour les données, mais également les index étant mis à jour en temps réel. Okay, donc, il y aura un coût pour ça. Et pour tout ce qui est update delete, à voir, il y a de fortes chances que l'index aide, hein, quand même, mais à voir, en fonction du contexte. Donc, ça va dépendre des requêtes et ça va dépendre de l'application, en fait, du workload. Et parfois, il faut trouver un juste milieu, en fait, entre index ou pas d'index. Ceci dit, même avec des bons index, en fait, ou des supposés bons index, dans certains cas, MySQL, l'optimiseur peut ne pas utiliser d'index. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après dans les démos qui viennent. Donc là, j'ai un exemple où j'ai un index sur cette colonne-là, mais comme j'ai une fonction sur cette colonne-là, l'index ne va pas être utilisé. Qu'est-ce que je peux faire? Utiliser un index fonctionnel. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Là aussi, c'est un cas classique. Je commence ma recherche par %. Donc, %, c'est n'importe quel caractère avec S. Et aussi le underscore, c'est n'importe quel caractère sans S. Là, il ne peut pas utiliser l'index, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Une alternative, encore les index fonctionnels. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Là, c'est un cas assez trivial également, mais voilà, j'ai un index composite sur deux colonnes, A et B. L'index, je vais pouvoir utiliser l'index sur les deux colonnes, A et B. Je vais pouvoir utiliser l'index sur la première partie ou les premières parties de la colonne. Par contre, sur cette colonne-là seulement, je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que je n'ai pas la première partie ou les premières parties de l'index. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rajouter un index là, si j'en ai besoin, évidemment. Et puis, ça aussi, c'est un cas assez courant, notamment avec tout ce qui est ORM et tout, etc. Comment dire, tout ce qui génère des générations de requêtes ou de code automatique, c'est que j'ai
une donnée qui est là, en l'occurrence, qui est un entier, sauf que je vais lui dire de comparer l'entier sur une chaîne de caractères. Mais est-ce qu'elle est suffisamment intelligente pour caster ça en entier? Sauf que là, du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser l'index. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer que ce que je mets là, c'est le bon type, tout simplement. Ou si je n'ai pas accès au code de la requête, enfin, je ne peux pas le faire en amont, je peux quand même caster de mon côté aussi. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait, tout simplement. C'est les raisons où l'optimiseur n'utilise pas d'index alors qu'il aurait dû, ou enfin, je pense qu'il l'aurait fait. Alors là, j'ai besoin de... OK. Alors, comme je l'ai dit, le meilleur ami du développeur pour optimiser les requêtes, c'est la commande explain. Donc, traditionnellement, en fait, on a un format d'explain dans MySQL qui est assez simple, mais du coup, facile à lire. C'est l'explain. Donc là, j'ai mis format égal traditionnel, mais c'est le format par défaut, pardon. Donc, je pourrais ne rien mettre. Et ça me sort un tableau. Donc là, la requête est simple. Hein. Mais l'idée, c'est que j'ai des informations, comment dire, pertinentes. Voilà, c'est simple. Donc, type all, c'est full table scan. En général, c'est pas bon. Ou en tout cas, j'essaie d'éviter la plupart du temps. Hein. Il y a des exceptions. Et là, je vois bien, il ne voit pas l'index. De toute façon, il n'y a pas d'index à utiliser. Donc là, j'ai que 30 000 lignes, non, 300 000 lignes. OK, mais voilà. Là, il est obligé de parcourir les 300 000 lignes. J'ai également la possibilité d'utiliser format égal JSON. Donc là, c'est assez sympa. Ça me donne des informations supplémentaires. Donc, c'est sous format JSON. Et ça me donne des informations supplémentaires, notamment le coût de la requête, 31 000 et des poussières. Et ça me dit la même chose, hein, mais de façon différente, et puis avec quelques informations complémentaires. J'ai un autre format, qui est le format arbre. Voilà, ça me donne d'autres informations. Ça présente des informations différemment, mais je retrouve mon table scan, en fait, hein, tout simplement. Le coût également. Donc, il est l'équivalent de ça, et le coût qui est là. OK. Et puis, j'ai un dernier format qui va ressembler au format tree, en fait, parce que ça reste un format arbre, mais c'est du explain analyze. Alors, explain analyze, attention, il va exécuter la requête, pour le coup. Donc, si j'ai une requête d'écriture, il faut faire attention. Si je fais un delete, tout sera effacé. Mais du coup, le fait qu'il exécute la requête, j'ai des informations complémentaires. Donc, je retrouve mon format arbre, sauf que j'ai des informations complémentaires, notamment le coût, le temps pour envoyer la première row, etc., le nombre de rows, etc. Donc, j'ai des informations complémentaires. Donc, voilà. Donc, dans MySQL, aujourd'hui, on a différents modes d'explain. Je vais rester sur le format traditionnel parce que ce sera plus simple pour la suite, mais sachez qu'il y a tout ça. Donc, dans ce cas-là, nous, on a vu que, hop, pour mémoire, voilà, pas d'index, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un index. Hein. C'est classique. Si j'en ai besoin, évidemment, pour ma requête de lecture, je rajoute un index, je refais mon select, et là, il me dit quoi? Type ref, OK. C'est un index avec possibilité d'avoir des doublons. Il s'appelle comme ça, et il l'utilise. Tout va bien. Et si, juste pour la culture générale, hop là, le coût, on était à 31 000 et des poussières, donc là, évidemment, en utilisant l'index, le coût est plus faible. Donc, a priori, hein, ce sera beaucoup plus performant avec l'index que sans l'index. Bon, jusqu'ici, c'est classique. Maintenant, donc maintenant, en fait, pour revenir au cas où, donc là, j'ai quand même un index, on vient de le mettre sur ça, mais comme vous le voyez, j'ai une fonction sur l'index, et du coup, elle n'utilise pas l'index. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay, pourtant, j'ai un index sur ça, je suis sûr, mais il n'utilise pas parce qu'il y a une fonction. Donc là, la solution, c'est d'ajouter un index fonctionnel. C'est possible en MySQL. Voilà, index, je l'ai appelé comme ça. Et finalement, c'est ce qu'il y a dans ma recherche, en fait, enfin, dans mon where, c'est ce que je mets comme index. Donc là, j'ai mis mon index fonctionnel. Et si je refais mon explain, là, maintenant, il voit l'index fonctionnel, il l'utilise. Et la requête sera plus rapide à exécuter. Okay, donc ça, index fonctionnel, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est bien de le savoir. Autre cas, celui-là, 30 minutes.
Donc là, j'ai une recherche, tous les collaborateurs qui ont une adresse email en mysql.com. Okay, donc pour ça, en fait, hein, donc ça a du sens d'un point de vue métier, on va dire. Mais comme on l'a dit, là, il ne peut pas utiliser l'index. Pourtant, il y a un index sur email. Alors là, il y a plusieurs possibilités, en fait. La plus simple à montrer, c'était celle-là. C'est de créer un index fonctionnel que j'ai appelé reverse email. OK. Et du coup, je vais refaire une charge. Donc là, du coup, dans ce cas précis-là, je suis obligé de modifier un petit peu la requête. Vous allez voir, ce n'est pas forcément intuitif, mais ça marche. Voilà. Donc moi, je recherche à la base %mysql.com. En fait, je mets un index fonctionnel sur le reverse de ma colonne et je vais faire, en fait, je vais faire la recherche comme ça, en fait, tout simplement. Donc, d'où le mock.lqsm, donc c'est du mysql.com et tout ce qui est après mysql.com. Donc, le premier et, et tout ce qu'il y a derrière, et ça me renvoie ce dont j'ai besoin. OK? Donc, voilà. C'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Ce cas-là, OK, je suis un last name, first name. Hop, je n'ai pas d'index, donc il n'en utilise pas, hein, pas de souci. Donc, je fais un index composite, hop, sur les deux, first name, last name. Hop, il utilise l'index. Bon, rien d'extraordinaire, tout va bien. Et comme on a vu, si je fais une recherche sur la première partie de l'index, ben, ça marche. Il utilise le même index. J'ai fait une recherche sur first name. Mon index, c'est first name, last name. Par contre, si je fais une recherche que sur hop, last name, il n'utilise pas l'index. Okay, donc là, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Si j'en ai besoin, ben, il faut créer un index sur les autres parties de l'index, en fait. Hein, hop, et du coup, hop, hop, utilise l'index. Et le dernier point qu'on a vu rapidement, c'était celui-là. J'ai un index sur ça. Voilà, il l'utilise, hein, on l'a créé tout à l'heure. OK. Par contre, si dans mon code, dans mon application 1952, bah, ce n'est pas un entier, mais une chaîne de caractères, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en fait, il va caster. Et en gros, il va utiliser une fonction sur ça. Et comme on a vu, voilà, ça ne fonctionne pas. Bah, quoi faire? Bah, il faut corriger, en fait, tout simplement, si je peux le corriger. Donc, voilà, si on attend un entier, donc il faut lui envoyer un entier. Si je ne peux pas corriger en amont, comme on a vu tout à l'heure, je peux caster au niveau de la requête, en fait, tout simplement. Okay. Donc, ce n'est pas ma solution préférée, mais si je n'ai pas le choix, parce que ça aura forcément un petit impact. Alors, après, si j'ai qu'une seule requête, ça va. Hein, si j'en ai 10 000 par seconde, ça aura quand même un petit impact. Enfin, négligeable ou pas, mais ça aura quand même un impact. Voilà, je peux caster. OK. C'est tout pour cette partie-là. Je nettoie. Je repasse sur ça. Donc là, c'était quelques fois où je pense que MySQL va utiliser un index, mais il ne l'utilise pas. Qu'est-ce que je peux faire? Là, on va voir l'impact. Comme je disais tout à l'heure, les index, oui, mais majoritairement pour, on va dire pour la lecture. Dans des workloads où j'ai essentiellement de l'écriture, ça ne va pas forcément m'aider à voir, à tester, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc là, j'ai deux fichiers que je vais vous montrer. J'ai deux tables, pardon. J'ai une première table, elle est là, qui s'appelle Few Index. Donc voilà, peu d'index. Donc là, j'ai fait simple, hein, il y a juste la clé primaire. À noter que InnoDB a besoin d'une clé primaire pour fonctionner. Donc soit vous en créez une, en général, c'est mieux de le faire. Et si vous ne créez pas de clé primaire, il y aura quand même une clé primaire en interne. Okay, donc, qui ne sera pas forcément optimale et qui sera en tout cas plus grosse que ce que j'ai créé là. Et on a vu pour InnoDB, les clés primaires sont également présentes à tous les autres index, les index dits secondaires à la fin de l'index. Donc, du coup, si j'ai quelque chose de très gros, ça aura un impact également négatif, en l'occurrence, sur les autres index. Et là, j'ai une deuxième table, donc c'est la même table. Ce qui change, c'est le plan d'indexation. Donc, en plus de la clé primaire, il y a d'autres index. OK.
Donc là, on est, pour la petite histoire, on est plutôt dans un mode, on va dire, OLTP, là, donc ça a du sens. Hein. Si votre use case, votre workflow est essentiellement des recherches sur la clé primaire, avec InnoDB, c'est parfait. Là, on sera plutôt dans un workload plutôt analytique. Donc, ça a du sens. Ça peut avoir du sens d'avoir autant d'index et tout, etc., voire même beaucoup plus. Et parce que j'ai des recherches un petit peu dans tous les sens pour mon dashboard, pour etc., etc. Du coup, en fonction du workload, alors, autre chose à montrer également, c'est c'est ça. Voilà. Je vais insérer en fait deux fichiers, tout simplement, et les deux fichiers ont exactement le même nombre. Donc, c'est des inserts, en fait, exactement le même nombre d'inserts. Donc, il n'y a pas de trucage. Voilà, j'ai tout montré. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai lancé un MySQL Slab que vous connaissez maintenant. MySQL Slab, c'est assez intéressant parce que je peux faire des traitements avant le bench, pre-query. Ça, c'est mon bench que j'ai mis dans un fichier. Donc, c'est mes requêtes à insérer et les traitements post-query. OK. Donc, le coût de ces traitements-là n'est pas compris dans le résultat du bench. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc là, en gros, j'insère des données dans la table 1. Donc, la table 1, c'est la table, celle-là, qui a le moins d'index. Donc là, on a un workload d'écriture. Ça nous donne ça. Et du coup, là, je fais la même chose, mais dans la table qui contient plus d'index. Donc, c'est le même type de données, évidemment. Hein. Et l'idée, c'est de comparer le résultat entre ça et celui qui va venir juste après. Alors, ça a pris 26 secondes. Voilà, ça devrait prendre un petit peu plus. Voilà. Donc, 28 secondes. Okay. Donc là, encore une fois, le jeu de données est tout petit. Hein. Ce qu'il faut garder à l'esprit, ce n'est pas tant la valeur absolue, mais plus le pourcentage, on va dire, en plus, ou en moins en l'occurrence, enfin, là en l'occurrence en plus. Okay. Mais comme on peut le voir, voilà, le fait qu'il y ait autant d'index, ça a quand même un impact sur mon workload d'écriture. Donc en fonction du workload, en fonction du besoin, encore une fois, voilà, il y a des fois, il y a des trade-offs, des choix à faire, et c'est en fonction du contexte, plus ou moins optimisé en fonction du workload. Autre démo, ça c'est plutôt de l'ordre de l'astuce, mais à savoir également, comme je le disais tout à l'heure, pour InnoDB, les données sont, donc c'est ce qu'on appelle IoT, alors pas le IoT que tout le monde connaît, mais le Index Organized Table. Donc la table est organisée en fonction de l'index, en l'occurrence en fonction de la clé primaire. Donc toutes les données sortent triées par rapport à la clé primaire. Donc si je dois insérer des données, si j'ai un workload d'insertion ou charger un fichier, vaut mieux que ce fichier-là soit trié en amont au niveau de la clé primaire. En fait, il va avoir un impact en termes de performance. Donc je vous montre. Est-ce que je vous montre? Hop là. Ah, pardon. Pas au bon endroit. On va le faire là. Donc j'ai deux fichiers, ordonnées et pas ordonnées en fait. Donc le premier, c'est la clé primaire, c'est la première colonne, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et le deuxième, là, c'est en mode aléatoire. Okay, donc là, les données sont ordonnées dans la clé primaire, et là, elles sont en mode aléatoire. Okay, et puis, les deux fichiers contiennent exactement le même nombre d'enregistrements, pas de trucage, encore une fois. OK, donc là, on va charger les données. Je suis au bon endroit, a priori. Donc, je fais un petit point de la table au cas où il restait des données. Et puis, je charge mes données. Donc, je charge par charger les données, voilà, le fichier qui est ordonné. Oups, ça a pris. Voilà. Hop, je vais y arriver. Ça a pris quoi? Ça a pris 7 secondes et demie. Et je fais la même chose, mais avec l'autre fichier. Donc, j'ai nettoyé la table. Et donc, du coup, ça a pris voilà, plus de temps. Là encore, hein, j'ai que je crois, 1 million, quelque chose d'enregistrement, mais l'impact n'est pas négligeable du tout. Okay, donc, voilà. À savoir, InnoDB, insertion de données, trier, si ce n'est pas le cas, trier les données par rapport à la clé primaire avant l'insertion. OK. Ça, c'est en bonus.
Ouais, il nous reste du temps. Alors ça, c'est pas... enfin, ça peut... comment dire? Ça peut avoir un impact. Il vaut mieux le savoir. Et... alors, j'ai quelque chose à faire avant. Excusez-moi. Hop là. On est bon là. Super. 1, 2, 3. Hop. J'aurais dû faire ça. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Je pense que ce sera bien. Alors, je vous explique. On va commencer là. Je ne sais pas comment endroit. Ok, bon. Okay, on va le faire là pour l'instant. Je suis deadline et je suis là-dedans. Il manque un truc. On va commencer. Voilà, là, ça devrait être mieux. Hop. OK. Alors, il y a un truc paranormal qui se passe, mais on va s'en sortir. OK. Donc, en fait, là, j'ai une requête lambda, en fait, une voiture entre trois tables, et je récupère tout, en fait. OK. Donc, ça me renvoie tout ça. Parfait. Sauf que moi, ce dont j'ai besoin vraiment au niveau applicatif, c'est ça. Okay, donc ça, c'est un sous-ensemble de ça, en fait. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, notamment avec tout ce qui est ORM, et pas forcément que ça, d'ailleurs, on a souvent des requêtes qui vont renvoyer plein de données, dont des données pas nécessaires. Alors là, je ne parle pas forcément en termes d'enregistrement, mais en termes de colonnes. En fait. Okay, donc sur des petites volumétries, ça n'a pas forcément un gros impact, surtout s'il n'y a pas beaucoup de requêtes en parallèle. Mais ça peut avoir un impact quand même, notamment si j'ai beaucoup de requêtes en parallèle ou si j'ai de grosses volumétries. Donc l'idée en fait, c'est que le select étoile qu'il va falloir retenir, c'est si j'ai pas tout besoin de tout, bah, vaut mieux s'en passer si je peux. Et si j'ai besoin de tout, dans l'absolu, il vaudrait mieux, même si c'est un peu moins évident à écrire, il vaut mieux mettre les colonnes manuellement, non pas en termes de performance, hein, mais avec le select étoile, je suis dépendant de l'ordre des données dans la table qui peuvent changer, etc. Alors que moi, quand c'est moi qui le fais, ben, je sais exactement ce que je vais récupérer dans quel ordre. Okay, mais l'idée que là où je veux en venir, c'est que dans ce cas précis-là, l'idée, c'est si je n'ai pas besoin de tout, et si je peux me passer de select étoile, il vaut mieux se passer de select étoile. Pourquoi? Ben, je vais vous le montrer. En fait, je n'avais pas besoin de ça, c'est pas grave, on va le faire là. OK, donc là, en fait, j'ai exécuté une requête, donc c'est la même requête, sauf que je n'ai pas mis de limite, hein, tout simplement. Donc là, c'est le select étoile. J'ai juste changé le pager avant pour ne pas avoir l'affichage des milliers de lignes qui vont s'afficher. Donc ça m'envoie tout vers dev mais ça exécute quand même la requête. Et en amont, avant la requête et après, en fait, j'ai ces petites requêtes-là qu'a dégoté Frédéric, hein, le Fred, pour pouvoir calculer en termes de trafic réseau ce que va m'envoyer la requête. Et du coup, je vais faire ça là aussi, je vais paralléliser là, je vais faire la deuxième. Voilà, la deuxième est déjà terminée. Ou... Non, pardon, c'est moi qui fatigue. Voilà, ça c'est mieux. Et la deuxième, du coup, on va la faire là en parallèle pour gagner un peu plus de temps. OK. Donc là, l'idée, en fait, hein, concrètement, si je ne sais pas si j'ai été clair, je vais calculer en termes de trafic réseau, en fait,
qu'est-ce que me coûte mon select étoile pour cette requête-là par rapport à mon select de juste les colonnes qui m'intéressent. Tout simplement. Alors, ça prend juste un petit peu plus de temps que prévu. OK, donc pour le select qui contient que les colonnes qui m'intéressent, ben, je suis à 91 mégas. Et pour l'autre, je suis à 314 mégas. Okay, donc tout ça, alors, encore, si j'ai besoin de tout, ben, je récupère tout évidemment, mais si je n'ai pas besoin de tout, ça ne sert à rien de tout récupérer. Enfin, ça ne sert à rien. Peut-être d'un point de vue applicatif, ça peut servir, mais en tout cas, d'un point de vue performance, ça aura un coût. Plus j'ai de données à transférer, plus ça va prendre du temps. On l'a vu, hein, celle-là a commencé bien longtemps après celle-là. Okay. Dans le cloud, c'est également important. Il faut savoir que chez tous les vendeurs chez tous les clouds, rentrer les données, c'est gratuit. Sortir les données, c'est payant. Alors, chez OCI, les 10 premiers terras par mois, c'est gratuit. Donc, si vous êtes en dessous de 10 terras de données sortantes qui sortent de la région, vous ne payez rien, mais ce n'est pas le cas chez les autres. Et du coup, sur des grosses volumétries, notamment tout ce qui est analytique, etc., si vous devez sortir les données, je ne donnerai pas de nom, mais ça peut vous coûter très, très cher chez des gros noms qu'on connaît tous. Okay, encore une fois, chez nous, chez OCI, dans les 10 terras, par mois, ça reste gratuit. Donc, ce qui est une bonne limite. OK. Je vais avancer parce que l'heure avance. Alors, vous aurez accès aux slides par la suite. Notamment, et puis ils seront également accessibles sur mon blog. OK, MySQLite Web, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, MySQLite Web, c'est la déclinaison de MySQL sur le cloud, sur OCI notamment. On a donc du MySQLite Web pour l'OLTP, donc ça c'est la déclinaison de MySQL que vous connaissez. Puis on a d'autres fonctionnalités, MySQLite Web, entre parenthèses pour l'analytique, qui a notamment un accélérateur de requêtes, MySQLite Web AutoML, le HeatWave Lakers qui va arriver bientôt. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire maintenant. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est le côté accélérateur de requêtes de MySQLite Web. Alors là, je vais... Toc. J'en ai plus besoin. Hop. C'était... Je vais regarder celui-là, en fait. Je déconnecte ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est ça. Je vais faire ça et faire ça. Voilà, je suis connecté sur mon instance MySQLite Web qui est dans le cloud d'Oracle. Donc, je l'ai déjà configuré, etc. Donc, j'ai déjà fait tout ça en amont. Là, ça me montre quoi? Ça me montre que donc, MySQLite Web, c'est du MySQL plus un cluster qui s'appelle HeatWave derrière. Le cluster, il a 2 nœuds, c'est ce que me dit ce paramètre-là. Il est actif et les données qui m'intéressent ont été chargées en mémoire dans le cluster. Donc, l'idée, c'est que je peux choisir ce que je veux monter dans le cluster. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vais... hop, on va faire... C'est pas grave, on n'aura pas de monitoring. On va faire là. Voilà. Donc là, en fait, j'exécute la requête sur le MySQLite Web, sauf que là, je vais simuler un MySQL classique. Comment je fais pour le simuler? Je lui dis juste, tu n'utilises pas, en gros, le moteur HeatWave, tout simplement. Okay. Donc là, cette requête-là va s'exécuter tout dans MySQL, sans passer par HeatWave. Et puis, je vais faire la même requête, mais dans HeatWave, tout simplement. Okay. Voilà, ça a pris une trentaine de secondes, 36 secondes. Et là, du coup, la même requête, donc pour utiliser HeatWave, alors soit je passe à on, ou alors j'ai juste à retirer ce int, en fait, tout simplement. Donc voilà, tout à l'heure, elle s'est exécutée dans un contexte MySQL. Donc encore une fois, c'est MySQL on-prem, mais ça peut être du MySQL RDS
AWS, enfin celui d'AWS, celui de GCP, celui d'Azure, etc. Voilà, c'est le MySQL, on va dire, classique. Et là, le MySQL HeatWave pour l'analytique, la même requête, sans rien changer au niveau du code, en fait. Cette requête-là, je vais la passer. Et voilà, c'est déjà fini. OK? Donc, on est passé pour une petite requête de 36 secondes à moins d'une seconde. En fait. Donc, c'est vraiment ça le côté accélérateur de requête, donc de MySQL HeatWave. Les tables qui m'intéressent là-dedans, je n'ai monté que celle-là, en fait. Je les ai montées dans le cluster. Et puis, lorsque la requête arrive, il va taper dans le moteur HeatWave. Et le résultat est quasiment instantané par rapport à ça. Allez. La dernière démo, MySQL Shell. Donc, MySQL Shell, j'en ai parlé également tout à l'heure. C'est un outil fantastique. Encore une fois, si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller le télécharger et regarder. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, notamment des exports et des apports des exports logiques, des backups logiques, en fait, avec les utilitaires dump and load. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on finira avec ça. Donc, je vais repasser là. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. On est bien là. Et je vais utiliser ça. Hop, hop, hop. On est bien. Donc là, ce sera mon monitoring. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, en fait, je vais restaurer un dump classique fait avec MySQL dump, en fait, tout simplement. Okay, dans ce schéma-là. Hop, j'ai mis la commande time juste avant pour avoir le temps système, en fait, tout simplement, le temps que ça va durer. Et là, on voit, de temps en temps, quand on arrive à les capter, voilà, les requêtes, donc c'est des inserts et tout, etc. Donc là, c'est vraiment un dump qui a été fait avec MySQL dump de ces tables-là que j'insère en ce moment en temps réel sur la machine. Et je vais faire la même manip, en fait, mais avec l'utilitaire de chargement des données de MySQL Shell. Et on va voir s'il y a une différence intéressante ou pas. Donc, pour en ce qui concerne MySQL Shell, je vais le faire là-dedans, au niveau de la commande. Et je vais le faire en JavaScript. Donc, je prépare déjà le prompt et on finira avec ça. Voilà, ça a duré 1 minute. Hop, je détruis tout, je recrée le schéma, je permets au local in file de s'exécuter, et puis la commande load dump, mon fichier de dump. Donc, c'est pas le même format, mais c'est l'équivalent. Je dis que je veux 8 threads. Donc, ça, c'est juste pour pouvoir le refaire plusieurs fois. Et donc là, voilà, il utilise 8 threads. Il est en train de faire le boulot. Et là, on le voit, en fait. Tout à l'heure, c'était mono-threadé. Là, on voit qu'en parallèle, il est en train de charger les données. OK, donc tout à l'heure, on était à 1 minute et des poussières. Et là, il va nous dire à la fin, donc on voit les différentes étapes. Toujours 8 threads qui travaillent. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc là, maintenant, plus que 5 threads qui travaillent. Donc, il ne reste plus beaucoup de tables à monter. Il reste juste la dernière table, en fait. Voilà, ça, c'est les données qu'il a montées. Donc, il a compressé, tout, etc., etc. Et voilà, et ça a pris 53 secondes. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là. Je crois qu'il me reste peut-être 1 minute. 1 minute, une question. Est-ce qu'on peut faire des tests et des POC sur HeatWave? Oui, tout à fait. Avec l'offre qui vous a été présentée, en fait, par l'équipe, hein, tout simplement. Donc, vous avez 300, enfin, vous avez un certain nombre de crédits, je ne sais pas combien, mais je passerai la main à mes collègues qui vous diront tout ça. Je vais m'arrêter là. La discussion continue sur le Slack. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez, sur LinkedIn ou ailleurs. Et on pourra continuer à discuter par la suite.